Audace, c'est le premier podcast belge francophone dédié au wellness. Je suis Chloé Junico, mariée et maman de 2 enfants rapprochés. Curieuse et passionnée par le bien-être depuis toujours, j'ai créé ce podcast pour amplifier des voix, partager des récits authentiques et transmettre des clés concrètes. Ici, tu écoutes des conversations sans filtre avec des experts, des entrepreneurs et des invités qui nous aident à être alignés, outillés et bien informés. Pense à t'abonner et à partager l'épisode si tu veux soutenir le podcast. Salut Alicia, bienvenue de nouveau sur Audace, sur le show. Trop contente de t'avoir. De même, merci de m'avoir. Alors pour un petit rappel, parce qu'on va justement rebondir, donc l'épisode, je vais mettre un peu de contexte. L'épisode va être structuré en 2 parties. On va parler d'abord d'une phrase que tu as dite lors de notre premier échange. Et d'ailleurs, j'ai été faire un petit peu j'ai été creuser dans les archives. C'est l'épisode numéro 5, je le mettrai en barre de description. Donc c'est un des tout premiers épisodes, en tout cas que j'ai diffusé, peut-être pas que j'ai tourné, mais que j'ai diffusé, parce qu'aujourd'hui, j'ai diffusé l'épisode 91 cette semaine, donc il y a du, il y a du chemin. Mais donc cette phrase, c'était quand tu n'as pas de plan, tu es mis dans le plan des autres. C'est une phrase, les auditrices m'en ont parlé par la suite, et donc on s'était dit, pour un second épisode, qu'on creuserait un peu le sujet. Ça, c'est une première partie. Et la seconde partie, pareil, c'est les auditrices qui m'ont donné un petit peu ce sujet que j'avais envie de creuser avec toi particulièrement. Donc, c'est vraiment, il y a un moment dans la vie de femmes, et je vais parler des femmes, où il y a un shift, souvent lié à l'enfant. Donc, quand on devient mère, un ou plusieurs enfants, il y a ce shift. Mais j'ai envie de voir avec toi si c'est que lié à l'enfant, je ne sais pas. Mais ce shift où on ne se reconnaît plus, on est un peu perdu dans sa vie pro, dans sa vie perso aussi. Parfois, ça découle sur la vie perso, sur le couple. Donc, ça recherche un peu d'identité et surtout ce que la littérature scientifique nous dit à ce propos aujourd'hui. Oui. Si ça te va. Avec grand Alors, plaisir. chouette. Alicia, avant ça, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour l'audience qui ne te connaît pas encore? Alors, Alicia Thomas, passionnée par l'être humain, plus particulièrement la façon dont l'être humain interagit en entreprise. Ça peut faire penser aux ressources humaines, mais ça va plus loin que ça. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est heureux dans son travail ou pas? Et en fait, la découlante, parce qu'il y a souvent pas tellement de différence entre ce qu'on ressent au travail ou à la maison. On va dire les besoins sont les mêmes. En fait, les mêmes théories ou comment est-ce qu'on peut expliquer une dissatisfaction ou un bonheur, que ce soit au niveau du travail ou de l'être humain. Donc ça, c'est mon sujet d'expertise. Toi, titre personnel, tu travailles en entreprise Oui. depuis Oui, oui. de très nombreuses années. On va peut-être pas citer la boîte. Ça peut se trouver en ligne, mais je le dis parce qu'en fait, j'ai eu des invités dans le podcast, 2 hommes particuliers. Timothée Rémy qui a le podcast Donne le rythme et Alexandre Tillmans, Ouais. exactement, qui est aussi coach. En fait, tous les 3, vous êtes coach maintenant. Ouais. C'est dingue, vous êtes intéressés par l'humain et ça se ressent. Hem Et ils ont adoré passer non seulement par ta boîte, donc tu travailles dans cette boîte, tu as pas fondé cette boîte, mais ils ont adoré ton style de management aussi. Donc c'est pour ça que je me permets de le dire. Donc tu travailles dans une boîte et à côté de ça, tu es aussi coach. Oui, exactement. Mais je dirais majoritairement, je travaille en entreprise. Je suis dans le management team de l'entreprise. Donc, je le cite parce que ça donne un autre niveau de contexte ou de réflexion. Je gère également une équipe commerciale. Ouais. J'ai un lien aussi avec le marketing. Donc ça, c'est plutôt mon day-to-day. J'ai 2 enfants à côté de ça. Je suis passionnée par le coaching. Voilà, je coach certains individus À titre également. personnel aussi. Oui, à titre Enfin, personnel. donc tu as pas mal de casquettes et donc tu l'as dit, tu es maman et tu as passé, par cette matrescence dont on va parler et moi, ça, c'est ma petite curiosité perso. J'ai envie que tu partages un petit peu ton histoire à toi de Oui. cette matrescence, surtout avec un poste à responsabilité Mhm. et des enfants relativement rapprochés. Oui. Oui. Tu veux qu'on commence par ça? Non, on va le laisser pour la fin. Ok. Un peu de teasing là. Non, non, on va laisser justement ce sujet-là pour la D'accord. fin. Commençons par le premier sujet. Ouais. Quand tu n'as pas de plan, tu es mis dans le plan des autres. Mhm. Est-ce que tu peux nous détailler un peu cette phrase? Oui, et pour être clair, tu fais le timekeeper, hein. Ouais, c'est pour Tu ça. me coupes parce que sinon oui. Alors c'est un problème en fait qui se trouve à plusieurs niveaux. Donc je vais détailler ce point-là. Oui, les gens ont pas un problème pour mettre des objectifs SMART ou la méthodologie, surtout aujourd'hui avec tous les outils qu'on a, IA ou autres. C'est pas ça le problème. Ce que je remarque de plus en plus en coaching, c'est en fait que les gens choisissent les mauvais objectifs. Hem et d'où est-ce que ça vient? Et là, c'est une question qui est plus identitaire. Donc, ton choix d'objectif, est-ce que tu le fais vraiment pour toi-même? Est-ce que c'est un changement que tu veux faire pour toi-même ou est-ce que c'est un changement que tu fais pour la perception des autres?
Parce que si tu te plantes à ce niveau-là, ça va être très, très difficile par après de continuer à mettre en place les comportements qui sont nécessaires pour atteindre cet objectif-là. Je vais donner un exemple. Mhm. Si tu dis, soit tu dis: «Je veux arrêter de fumer» ou «J'essaye d'arrêter de fumer», soit tu dis: «Je suis non-fumeur». Mhm. On associe ça à son identité. On le voit aussi, par exemple, si tu le dis à un enfant ou même en entreprise: «Ah, Chloé, tu es quelqu'un d'innovante». Ça Mhm. va beaucoup plus renforcer ton comportement et à être innovatrice, Mhm. que si je dis: «Ah, Chloé, j'ai remarqué que de temps en temps, tu viens avec des idées innovantes». C'est beaucoup moins percutant. Donc ça, c'est le premier point, c'est ton objectif, en fait, d'où il vient et pourquoi est-ce qu'il est important pour toi. Je vais reprendre un autre exemple. Beaucoup de gens vont dire: «Ah, moi, je veux être mon propre chef d'entreprise». Mhm. Est-ce que tu veux le faire parce que de l'extérieur, les gens vont dire: «Chloé a réussi, elle a pu lancer sa boîte», ou est-ce que tu veux réellement le faire parce que depuis que tu as 18 ans, tu es passionné par l'idée de pouvoir gérer une entreprise, recruter des gens et rendre des clients heureux? Mhm. C'est 2 choses très, très différentes. Donc ça serait mon premier point, c'est, voilà, ton objectif, pourquoi est-ce que tu le fais? Pour qui est-ce que tu le fais? Pose-toi les bonnes questions par rapport à ça. Ensuite, ton objectif, il va être aussi bon que le système que tu mets en place. Donc là, c'est peut-être plus théorique et c'est basé sur les principes, de James Clear, Atomic Mhm. Habits, peut-être que tu le connais. Mhm. Hem et là, voilà, par exemple, en fait, ce qui est difficile, dans le premier exercice, on te demande de réfléchir très large, d'un point de vue identité. Ok. Là, je vais redemander aux gens, en fait, de réfléchir de façon super spécifique et en fait, même à un niveau micro, tout petit. Ok. Donc, par exemple, si moi je me dis: «J'ai envie d'être un bon manager», Ouais. c'est super vaste et grand et souvent les personnes, en plus, qui sont très ambitieuses, elles vont rendre ça très compliqué ou elles vont se mettre une multitude de choses à faire. Là, par exemple, envoyer un email par semaine à un employé pour le complimenter sur sa façon de travailler ne fait peut-être pas de moi aujourd'hui un manager exemplaire, mais ça me rapproche, c'est un crédit Mhm. vers le but que je veux atteindre. Donc là, je dirais en fait après, il faut être extrêmement petit sur le premier pas que tu dois faire, de façon répétitive, pour atteindre cet objectif. Donc là, voilà, un, associe-le à ton identité. Une fois que ça c'est clair, pourquoi tu le fais, pourquoi tu veux le faire. Deux, définis un système qui commence en fait par la plus petite action que tu peux mettre en place pour atteindre ce comportement ou ce rêve-là. Mhm. D'accord? Mhm. Dernièrement, on est super doué pour se saboter. Mhm. Tu as un plan incroyable, on est lundi matin, tu as tes Mhm. règles, Mhm. ton gosse est chiant, tu es Mhm. en retard et tu t'étais juré d'aller à la salle de sport, mais en fait, voilà, tu oublies ton sac ou il y a pas le temps. Et là, mon conseil, c'est quel est le système que tu dois créer pour que même sur le pire jour de ta semaine, tu vas le faire. Et donc, c'est en lien avec le point précédent. Si déjà ton plan il est trop ambitieux ou trop grand, ben, ça va être très compliqué de le mettre en place. Deux, qu'est-ce que tu peux faire pour en fait éviter que ce soit foolproof? Quelle que soit ta journée, ben, ça va aller. Donc, ton sac de sport est déjà dans ton coffre. Le lundi, en fait, c'est bloqué dans ton agenda. Ton entraînement, il dure que 20 minutes peut-être, mais au moins tu sais que quoi qu'il se passe, tu vas le faire. Je dirais ça, c'est un peu les 3 éléments envers, voilà, si tu as pas de plan, tu es mis dans le plan des autres. Mais le plus important, c'est, pour pas être mis dans le plan des autres, il faut que tu sois très clair sur quel est ton plan et là, on revient à la question identitaire. Mhm. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir un plan? Tu sais, il y a des Mmh. gens qui viennent à mon avis, tu dois entendre ça. «Écoute, moi, honnêtement, je me laisse vivre, un jour à la fois, j'ai pas de plan, j'ai pas de» et c'est pas que je suis pas ambitieuse, mais c'est que pas forcément j'ai un goal à atteindre ou tu vois? Il y a des Ouais. gens qui ne voient pas leur vie comme ça. C'est possible? Mais à nouveau, si c'est un choix, Mmh. que ton identité, c'est: «Je suis un esprit libre, Oui. qui veut être spontané, qui veut sauter dans la première opportunité qui se présente à moi», fine, mais c'est un choix. Moi, ce qui me dérange, c'est parfois il y a pas eu ce questionnement, en fait, à la base. Papa et maman ont toujours voulu que je sois médecin, Mmh. je vais être médecin. Alors, je suis plus contente avec l'esprit libre qui est content avec les choses qui viennent à toi. Mais à nouveau, tant qu'à la fin de la semaine, tu dis pas: «Ma vie est futile». Quand je me compare aux autres, j'ai l'impression qu'eux ont réussi et moi pas. Ce qui pourrait être le revers de la médaille de quelqu'un qui dit: «Go with the flow» et on Mmh. voit ce qui se passe. Mmh. Donc là aussi, c'est par rapport à ton estime de toi ou à ton image de toi, est-ce que ça te convient? Mmh. Tu accompagnes des gens pour définir leur goal? Oui, j'accompagne les gens pour définir, oui, c'est la majorité des questions que j'ai. Ça part toujours de là, en fait. De D'être clair sur un goal ou comment l'atteindre? On a tous, j'imagine, des rêves Oui, les 2. et tu m'avais déjà moi, tu m'as donc coachée pendant longtemps et souvent je refais appel à toi et tu m'as Ouais. souvent dit, très justement d'ailleurs, tu une mission, mais il faut la diviser en tâches. Ça fait Mmh. penser un peu à ça quand tu dis: «Il faut être, discipliné dans Mmh. ce qu'on s'est indiqué dans l'agenda». Ouais. C'est pas une question de parfois de motivation. Donc c'est vrai que l'exemple du sport est parlante parce que c'est souvent ça: «Je veux perdre Ouais. 10 kilos, OK, qu'est-ce que je mets en place au day to day pour perdre ce poids-là?» Ouais.
Comment tu définis un goal avec tes clients? Ouais et donc surtout si on revient par rapport à la première question, moi je lui ai demandé: «OK, pourquoi c'est important pour toi de perdre 20 kilos?» Donc j'ai quand même allé gratter, Mmh. challenger un peu par rapport à ça. Mmh. Je sais que nous, on a eu beaucoup de discussions là-dessus et Ouais. en fait, c'est là que tu découvres des choses parce que j'aimerais faire un zoom out. Perdre du poids, c'est un élément, mais dans quoi est-ce que ça cadre? Et peut-être qu'en fait là, la mission de vie de la personne, c'est par exemple, voilà, je vais être une, mère épanouie, en bonne santé, qui s'éclate dans son travail et qui est présente pour ses enfants. J'invente, Mmh. OK? Et en fait, là-dedans, ce qui est plus intéressant, c'est une fois que tu as cette vision plus holistique de toi en tant qu'individu, comment tu veux mener ta vie, comment tu vas retraduire ça dans des piliers qui soient santé, financier, relationnel, professionnel. Ça, c'est souvent mon conseil, essaie de le décortiquer sur ces 4 axes-là. Et là, c'est OK, santé, en tout cas pour 2026, moi, il faut que je perde 20 kilos. Et alors là, tu le déclines en actions concrètes qui te conviennent et par rapport à ces autres conseils que j'ai donnés tout à l'heure. Et Mmh. le plus difficile, ça reste en fait ce goal où parfois les gens voient passer quelque chose ou se mettent une idée en tête, s'acharnent là-dessus, le font et après réalisent: «Mais en fait, je suis toujours pas plus heureuse» Mmh. et ça, c'est quelque chose que je dois souvent revenir et surtout par rapport à la maternité. Comment ça? Je dirais la maternité, en fait, souvent avant que tu deviennes maman, tes goals souvent étaient assez lucides ou clairs et je crois que ça faisait déjà aujourd'hui, on devient maman aussi plus tard. Donc on va dire que ton identité, elle est assez mature, elle est assez forte. Par exemple, moi, je suis le genre de nana qui aime faire du sport ou qui aime travailler dur, qui aime voir ses copines. Enfin, quand tu as un enfant à 30 ans, ça fait probablement déjà 15 ans, enfin depuis tes 15 ans, 18 ans que tu as un style de vie qui est relativement similaire. Certes, tu as été étudiante et puis tu as travaillé, mais l'ADN reste le même. Mmh. Tes besoins qui en découlent sont là, sont établis et ça fait déjà longtemps que tu as des routines probablement aussi pour les mettre en place. Ensuite, tu deviens maman. Mais là, tout d'un coup, tu as des besoins. Un, tu connais pas ta nouvelle identité. Parce que Mmh. personne se demande quel type de mère je vais être, ou très peu de gens. Et je parle pas de la couleur, de la peinture au mur. Je parle vraiment, mais voilà, ouais, est-ce que tu es prête à refuser un projet international qui est incroyable et une promotion pour être à l'école avec les autres parents à 15 heures? Est-ce que c'est ça le type de mère que tu veux être? Parce que c'est ça le questionnement qui se met en place. Mmh. Et alors là, les besoins qu'il y a en dessous, c'est, ben oui, est-ce que j'accepte en fait de revoir à la baisse ma carrière, de prendre un Ton boulot style qui de est peut-être moins vie. intéressant, Mmh. mon style de vie, en fait d'emmerder tout le temps mon mec parce que je dois savoir quand il va faire son foot, quand il est là ou pas, parce que maintenant tout d'un coup on est interdépendants. Avant on avait tous les deux une liberté ultime. Je ne devais pas tenir compte de lui, il ne devait pas tenir compte de moi et c'est sexy, c'est chouette. Là maintenant tout d'un coup, ben ouais, s'il va faire un triathlon et qu'il doit s'entraîner 20 heures par semaine, Bibi elle se retrouve avec un problème. Mmh. Et donc là, il y a un shift énorme. Et donc parfois, les mères vont se raccrocher sur: «Oui, mais depuis que j'ai eu ma grossesse, j'ai pris du poids ou je m'habille plus de la même façon». Oui, mais ça, c'est des découlantes d'un problème qui est plus profond, qui est en fait, tout d'un coup, il y a une flopée de nouveaux besoins qui sont là, que parfois on n'a pas envie d'admettre, parce qu'il y a personne. C'est la frappant, par exemple, si tu demandes à quelqu'un, enfin, il faut pas poser cette question, mais on va plus facilement dire: «On essaye d'avoir un enfant», que quelqu'un qui va oser affirmer et dire: «Je veux devenir maman». Mmh. Je sais que toi, tu le faisais. Mmh. Mais c'est pas quelque chose qu'on va affirmer. Donc même en fait dans la tête de la femme, je ne sais pas si cette idée est toujours très, maturée Mmh. et on va même pas parler des besoins qui en ressortent parce que la mère ne sait pas encore quels sont les besoins qu'elle va C'est avoir. ça. Parce que même si moi je le faisais, c'est vrai que je voulais un enfant et c'était très clair, mon projet était très clair, même un enfant seul. Néanmoins, j'ai vécu cette frustration. Et moi, je l'ai ressenti vraiment comme une frustration, en fait, de ne pas pouvoir, bah, voilà, moi, j'étais vraiment investie dans le podcast. Je le suis toujours d'ailleurs, mais c'est vrai que mes enfants grandissent, ça change. Mais cette première année, Mmh. avec les 2, je parle en bas âge, a été hyper challengeante, à titre perso, là où la première année avec un seul a été hyper facile. Et qu'est-ce qui était le plus challengeant pour toi? Honnêtement, ouais, j'avais une, oh, bah, clairement, il y avait une dette de sommeil, je pense que ça aide jamais. Mais j'avais une quête identitaire et on me laissait pas j'ai l'impression qu'on enfin voilà, je me sentais enfin, je me suis victimisée en me disant: «Mais on ne comprend pas», une espèce de colère de dire: «Mais j'ai pas d'aide», ce qui était le cas, mais peu importe, tu vois? Au fond, moi, je crois que j'étais envie d'être maman, mais je sais pas, une frustration, une espèce de colère qui était là un peu sournoise en me disant: «Oh bah, tu vois, je peux pas être libre, de travailler autant». Et c'était OK parce que j'ai des enfants. Mais tu vois, cette dualité, j'ai encore du Ouais. mal à exprimer maintenant parce que j'ai envie d'être mère et c'est le plus beau rôle que j'ai aujourd'hui, que j'adore. Mais en même temps, une incompréhension, j'ai l'impression qu'il y avait une incompréhension autour de moi. Bah, Mmh. peut-être que je me la faisais toute seule, tu vois? Je me dis même peut-être que j'avais un taux de fatigue, que j'étais dans un, heu, pas une dépression postpartum, mais quand même quelque chose d'assez, assez challengeant à La titre perso. la colère, elle était dirigée vers qui principalement?
Certainement pas vers mes enfants, jamais. Jamais, jamais, mais plutôt vers l'entourage qui banalisait. «Ouais, mais moi, quand j'ai eu 2 enfants, nanana, je faisais autant». Tu vois, ce truc de dire, bah, en fait, eux, ils ont réussi Ouais. et toi, bah, en fait, tu te dépatouilles, ça va pas trop, Enfin, je sais pas si je partage ça avec d'autres mères, mais Exactement. Est-ce que tu disais aussi une incompréhension par rapport à toi, de par pas rapport y à arriver moi, ou tes oui. capacités? Mmh. Bah, pas d en tant que mère, hein. Non, non, non. Jamais en tant que jamais le rôle de mère a été remis en question, mais plutôt en tant que salariée. Tu vois, les 40 heures semaine, tu arrives pas à les faire, tu vois? Non. Tu arrives pas à les faire en étant, en fait, mentalement là, à fond dans ton job Ouais. qui était challengeant, qui était demandant. Je devais être là et j'étais pas là Non. et ils ont beau dire que si c'était parfait dans les one to one et moi je le sais que c'était pas parfait, je le sais, tu vois? Et là, pour revenir à l'identité, peut-être j'aimerais revenir sur la fatigue aussi et l'effet sur enfin, cérébral. Mais on attend des mères qu'elles viennent au travail et qu'elles se comportent comme si elles ont jamais été mamans. Mmh, mmh mh. Et à la maison, on attend d'une mère qu'elle se comporte, oui, comme si elle a jamais été employée ou comme si elle a pas de travail sur le côté. Et il y a une dualité énorme. Mmh. Donc je crois que ça, c'est quand même quelque chose dans la société qui reste, surtout en Belgique. Je crois que, voilà, en entreprise, une fois que tu es là, une fois que tu reprends le boulot, il y a des choses qui sont mises en place, hein. Je ne vais certainement pas diaboliser, il y a une compréhension, mais dans ta tête, oui, il y a encore un énorme shift qui est en cours. Et là, peut-être par rapport au changement cérébral. Voilà, on peut peut-être passer au Ouais. deuxième point et ce que dit la littérature scientifique, parce qu'on n'est pas juste des «boubous», tu vois? J'entends quand même dans mon entourage que ce truc est là, sans savoir Qu'est-ce vraiment que tu mettre des entends mots. dans ton entourage, ça m'intéresse? Mais bah, par exemple, cette culpabilité que les mères ont, que les pères n'ont pas l'air d'avoir. Mais c'est très bizarre parce que je suis pas du tout dans le style, féministe et tout, mais je suis obligée d'admettre que, par exemple, laisser mon enfant en garderie quand je suis à la maison est très compliqué pour moi, là où mon mari, il y a aucun souci. Mmh. C'est bizarre, hein, mais et je le vois dans mon entourage, c'est un peu pareil. Mais je sais pas, est-ce que Et qu'est-ce qui est dur pour toi dans le fait de laisser? ouais, je crois qu'égoïstement, j'ai envie d'être avec lui, OK, tu vois? d'accord. C'est vraiment le détachement et l'obligation de devoir faire autre chose à ce moment-là, Oui, qui alors que passe. fondamentalement, allez, instinctivement, j'ai envie d'être avec mon Mmh. gosse, quoi, tu vois? Mmh. Et après, je me dis: «C'est hyper égoïste», tu vois? Oui, et donc c'est pour ça, c'est tellement bien, qu'il y ait enfin des recherches par rapport à Ouais, ça, beaucoup parce que même plus. Ouxema, ça date seulement, je crois, enfin, de quelques années, c'est tout récent. Quand tu vois le nombre d'études qu'on a faites, voilà, sur d'autres sujets par rapport au cerveau de la maman, ça, c'est dommage, mais soit, c'est bien qu'on le fasse maintenant parce que oui, on voit vraiment, même avec des imageries IRM, on sait distinguer le cerveau d'une femme qui a eu une grossesse versus une femme qui n'a pas eu de grossesse. Donc les changements au niveau du cérébral sont tellement forts que ça se voit en imagerie médicale. Donc ça, c'est super important, c'est pas un truc inventé. Ouais, Et donc clairement, on remarque qu'il y a un changement au niveau de la matière grise, OK. ce qui peut faire peur parce qu'on peut se dire: «Elles deviennent plus connes». Oui, vraiment. Premier truc qu'on va se dire. C'est moi le domaine des billes. Alors qu'en fait non, il s'agit vraiment, en fait, le cerveau est en train de se spécialiser pour apprendre des nouvelles tâches et notamment toutes les tâches qui sont liées à l'empathie, à mieux pouvoir comprendre, des codes, en fait, social, à mieux pouvoir même interpréter, les signes de ton enfant et tout simplement aussi, pour éviter quelque part que tu pètes un plomb et que tu tues ton enfant, mais simplement le lien avec ton enfant, le soin que tu vas apporter à ton enfant. Donc c'est vraiment dès que tu es enceinte, on voit ces changements au niveau cérébral qui commencent. Et comment ça se reflète dans le travail? Alors oui. Attends, je vais Oui, revenir tout de fini, je suite veux pas parce te que ce qui est couper. très intéressant aussi, c'est déclenché d'un point de vue hormonal chez les femmes, mais ça peut aussi s'observer chez les pères. Ah, Par contre, il y a une corrélation entre le nombre d'heures, et je vais même pas dire papa ou qu'une autre personne. coparent, tu veux dire? Ouais, on va dire un coparent. Ça doit même, ce que je veux dire, ça doit pas être biologique. OK. Donc on l'a vu avec des enfants qui étaient adoptés et qui vont se retrouver aucun père, même un couple homosexuel ou autre. On voit aussi cette plasticité cérébrale qui se perd, alors que la personne biologiquement n'a pas forcément mis un enfant au monde. Mais là, par contre, la corrélation, c'est le nombre d'heures que cette personne a passé à prendre soin de l'enfant ou en lien direct avec l'enfant. Donc, au plus le papa a changé les couches, a donné à manger, a passé du temps avec l'enfant, au plus on va voir cette plasticité au niveau du cerveau. Donc ça, c'est super intéressant à le savoir et ça plaide de nouveau pour dire, mais c'est pas un problème de femme. Mmh. Donc, ce que tu ressens, c'est Mmh. quelque part parce que oui, tu étais la personne qui a Mmh. probablement passé le plus d'heures aussi avec cet enfant et chez toi, c'est dicté de façon biologique. Mais ça pourrait aussi s'opérer si un père est maintenant constamment, dès la naissance d'un enfant avec un bébé, cette séparation sera probablement tout aussi difficile. Mmh. Donc là, j'aimerais simplement rappeler, ben voilà, quelque part, c'est aussi dans le rôle dans lequel on t'a mis, que tu n'as peut-être pas choisi. Voilà, toi, tu as l'utérus, l'homme l'a pas.
Parce que tu disais que je me sens très coupable, en fait, voilà, pour moi, c'est difficile de laisser à la crèche ou pas, ben, ça Mmh. peut être une des explications, par exemple. Si on en parle par rapport au travail, le travail, c'est purement un miroir. C'est qu'en fait, tu dois imaginer, je te dis: «Voilà, Chloé, demain, tu dois gérer, ma boîte, la boîte pour laquelle je travaille, et à partir de maintenant, tu vas dormir 3 heures par nuit, tu as pas de manuel, tu peux parler à personne, il y a personne qui va te donner des conseils et démerde-toi et fais gaffe si tu te plantes, mais vraiment méga culpabilité». Enfin, vraiment, il y a une vie qui en dépend. Mmh. OK, je rends ça très noir-blanc pour la facilité, mais c'est un peu ça, tomber dans la maternité aussi. Donc c'est un nouveau rôle pour lequel, il y a pas de code, ou en tout cas aujourd'hui on le fait moins, parce qu'avant on s'occupait beaucoup plus, les petites nièces s'occupaient des enfants. Mmh. Donc c'est con, mais moi je me rappelle à la maternité, je me suis fait taper sur les doigts que voilà, je viens d'accoucher, parce que clairement j'avais mis le pampers, mais comme une quiche quoi. Et je me dis: «Putain, j'ai fait autant d'années d'études, je sais gérer des projets internationaux, enfin vraiment je gère au travail». Et là, mais je galère. Enfin, le gosse pleure, j'étais là: «Mais où est la description de quel type de pleurs c'est?» Enfin, je comprenais rien et donc j'essayais en plus d'appliquer ce que j'avais appris au travail pour gérer cette situation-là. Donc je me rappelle, je commençais à noter, je me dis: «Beh, je vais extraire toute la data Mmh. pour essayer d'interpréter comment quand mon enfant pleure ou quoi». Donc j'essayais encore d'utiliser, des vieux modèles appliqués au travail pour essayer de me sauver dans cette situation-ci. Bon, échec lamentable naturellement. Et donc là, tu perds confiance. Tu Mmh. perds confiance parce que ce qui t'aidait à réussir avant, tes compétences, en fait, elles valent rien. Elles te permettent pas, d'être successful. Donc je crois que si on revient à l'identité de la maman, il y a ça qui joue également. Et puis, on va être honnête, quand tu es fatigué, ben, les fonctions Ouais. exécutives de ton cerveau, tu arrives pas à bien les faire. Mmh. En fait, tout ton cerveau, à ce moment-là, est programmé, surtout quand tu as un enfant, sur du court terme. Changer la couche, quand il faut dormir, ta 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 ta. Tu es constamment sur du court terme. Donc ton cerveau, de nouveau, est magnifique. Il va s'adapter à ça. Et donc toutes les fonctions, allez, surtout au niveau du précortex, vont être sur le court terme, le langage de survie. C'est là que je te dis: «Chloé, on va s'asseoir autour de la table et faire un exercice de réflexion long terme sur comment tu vois ta vie, quels sont tes besoins». Mais tu es vraiment incapable de le faire à ce moment-là et Mmh. par la fatigue pour prendre des décisions stratégiques, c'est pas possible. Mmh. Ça veut pas dire que tu vas toujours être comme ça, mais c'est pas possible à ce moment-là. Et là, je vois que les femmes sont très noir-blanc. On va regarder ce qui est mauvais. Je parlais tout à l'heure d'identité pour mettre ses objectifs. On a beaucoup de mal à associer son identité à quelque chose de positif. Par contre, on va dire beaucoup plus facilement, ben, moi, je suis paresseuse, ou je suis lente, ou pour les choses négatives, ça, on va le retenir de façon très très forte, voire même associer notre identité à ça. Donc, ils vont dire non, c'est temporaire. Quand tu auras dormi de nouveau un peu plus que 4 heures par jour, on aura à nouveau ces discussions-là. Mmh. Donc oui, le travail est qu'un miroir en fait, où c'est exacerbé, où t'es pas comprise, où ton cerveau il est vraiment mis en place pour d'autres types de tâches et donc c'est réellement difficile, mais ça veut pas dire que tu es devenue conne Mmh. et ce qui est ouais. Je fais une parenthèse, mon mari, il est très présent avec les enfants, hein, c'est pas ça que je voulais dire du tout. Non, J'ai de non, la non. chance, il est très présent et tout, mais c'est vrai qu'il y avait, oui, des ressentiments qui étaient forts chez moi, mais je crois que chacun vit, sa parentalité différemment. Là, par exemple, toi, tu me parles d'Excel et cetera, c'est que tu as un poste, dont tu peux vraiment être fier, tu as Mmh. travaillé beaucoup pour, tu manages une équipe. Là où moi, hem la maternité, la matrescence était instinctive et en fait, ça, j'ai master le truc, tu vois? Ça, c'était mon truc, quoi, tu Ouais. vois? Donc là, je me suis retrouvée dedans, Je mais t'ai enviée pour ça trop d'ailleurs. Oh! honteuse de dire: «En fait, je kiffe trop ça», tu vois? Ouais. Et le job là, bah, pas Merci de le sûr. dire, merci de le dire. Parce que quand on vient à l'identité, parfois je fais un trajet de coaching avec les mamans pour en fait juste réaliser, tu pas affirmer: «Mais putain, je kiffe d'être mère et pour rien au monde, en fait, j'ai envie de rater ces premières années». Ouais. Bah, Et j'ai fait quand des je choix qui étaient durs à assumer, tu vois? Oui, parce que la Quitter société ne va pas renforcer ça non, aujourd'hui. c'est hyper mal vu. Moi, j'avais honte, hein. Mais comme tu le dis, on va Honte. applaudir mes exploits, Ouais. mais enfin, dans quel monde ou qui peut prétendre dire qu'une mère, elle est au foyer, fait mieux ou fait moins Mmh bien? mh. Mais la société a une image par rapport à ça. C'est pour ça que je disais qu'on choisit un objectif, mais pourquoi tu le fais? Pour faire plaisir à Mmh. ton père Clairement. ou les gens autour? Parce que peut-être qu'en fait, la solution, c'est simplement, mais oui, réduis pour le moment ton travail. Ouais. Fine, tu Ouais. vois, c'est temporaire. Ouais, c'est vrai, on sort de ça aussi. Là, mon fils, il a 2 ans et demi et on sort de ça Mmh. et tu retrouves Oui, cette bien sûr. donc voilà, je le dis pour toutes les mamans. Si jamais ça peut aider mon expérience, voilà, je la partage avec plaisir. J'ai envie de parler de toi, de ta maternité, de tes Ah oui, par rapport changements. à ça. Oui, Mmh. par rapport à tes retours au travail, ton postpartum, le premier, le deuxième. Ouais. Si tu peux partager un petit peu une expérience parce que toi, tu as un job qui était très demandant, avec une équipe à gérer. Donc je sais même pas comment tu as fait pour, gérer cette transition 1 et 2. Oui. Le en fait, mon premier postpartum, il n'était pas funky du tout, hein. J'étais Mmh. pas heureuse, j'ai repris le boulot.
J'avais une équipe commerciale, on était, en plein covid, donc c'était vraiment l'année covid. On était à 3 mois de covid, lockdown. Donc moi, j'avais commission on venait d'être pris dans un private equity. Mmh. Il fallait absolument que les chiffres soient bons dans un marché où personne n'a envie de t'acheter. Donc ouais, c'était super dur et en même temps, tu es en train de faire cette transition et littéralement, tu es à court de sommeil constamment. Donc mon premier er postpartum a pas été joujou, beaucoup de prises de tête avec mon mari qui ne comprenait pas, qui ne me reconnaissait pas. Donc si ça peut rassurer les Mmh. auditrices, je suis, clairement passée par là, par un gros questionnement. Un questionnement de quoi? De ton job, de ton couple? Je crois surtout des doutes sur moi-même Ouais. et c'est horrible parce que je veux dire: «Est-ce que je suis devenue cette femme?» C'est horrible, je suis gênée de le dire au micro, mais enfin, merde, je crois que tout le monde le pense, en Mmh. fait. Est-ce que je suis devenue cette femme, quoi, tu vois, qui avant enfant, incroyable, après enfant, on mettait là, oui, c'était une belle photo, là, c'est une image au loin, tu vois, une étoile perdue. Et donc je crois que c'était, plus ça et puis, voilà, à nouveau en fait, comme tu dis, le temps passe, donc aussi pour les mamans qui sont Mmh. là-dedans, Mmh. ça passe. À un Mmh. moment, tu retrouves ton sommeil. J'ai de la chance d'avoir un entourage, une amie qui m'a dit: «Mais tiens, je t'offre 5 séances là avec un personal coach, tu vas retourner faire du sport». Mmh. Juste le fait de sortir, de reconstruire un truc pour moi. On a aussi, par rapport à l'environnement, en fait, la maison qu'on avait, qui était incroyable, était pas adaptée à ce style de vie-là, donc mon environnement ne me permettait pas d'être non plus de combiner travail et enfant. Donc on a fait aussi quelques changements drastiques. On a déménagé, mais voilà, Mmh. ça a aidé et puis il y a eu, le deuxième. Il m'a quand même fallu 4 ans pour digérer la pilule entre le premier et le deuxième. Donc je vais pas mentir par rapport à ça non plus, parce que enfin j'ai l'impression de nouveau dans un super bon flow professionnel. Ouais, Je me dis: «Est-ce que tu vas à nouveau tout ouais. détruire en ayant un enfant?» Donc tu as vraiment pensé, Ah oui, c'était est-ce mon que je frein pour pas avoir, de 2e? ouais, ouais, contraception incroyable. Vraiment, je me dis: «Mais plus jamais ça. Plus jamais, le gosse malade tous les mois», non, non, donc moi je m'étais dit: «C'est bon». Et ton époux? Oui, Il lui, beh, surtout qu'il est un peu plus âgé que moi, donc lui, il disait: «Ben non, Alicia, enfin, à un moment, il faudrait quand même le faire» et puis il m'a fallu 3 ans pour tomber enceinte d'Émile, donc mmh, 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 mmh. et en fait, le deuxième, beh, je l'ai attaqué de nouveau comme une situation du travail et j'ai mis en place, en fait, tous mes learnings. Donc je veux plus porter ça seule. Donc dans la négociation avec mon mari pour le deuxième, c'était, ce postpartum, on va le faire à 2. Parce que je voulais pas du tout dire qu'Anthony, par exemple, fait moins, c'est Non, pas non. ça. Mais je crois qu'il y a une différence quand ton day to day n'est que ça, Mmh n'est que le bébé. mh. Et là, vraiment, même cognitivement et je crois que c'est ça que les études voulaient montrer aussi, on voit une différence. Et donc en fait, le deal était, de mettre de l'argent de côté, donc ça aussi on a anticipé et de partir en Afrique du Sud, pour une longue période de temps, pour faire mon postpartum là-bas. Moi, je savais que j'avais besoin de la lumière du jour, c'était un bébé d'hiver, je voulais pas rester seule enfermée chez moi. Et donc même ça, en fait, au niveau, je crois, de mon cerveau, ça a fait énormément de bien. Tous les jours, je marchais, tous les jours, j'étais dans la nature, on était dehors, on n'avait pas de stress. Parce que j'aimerais simplement faire peut-être un petit alinéa. Ce qui se passe avec le cerveau de la maman, c'est incroyable. Cette plasticité est parfaite pour te permettre d'apprendre des nouvelles choses. Si, parce que c'est un cerveau en plasticité, c'est aussi un cerveau qui est vulnérable. Donc si tu dors bien, que tu as pas de stress, ton cerveau est vraiment plus résilient et ça se voit des années Mmh. après, où des mères disent: «Mais je suis bien plus douée pour planifier, pour comprendre, lire les émotions». De nouveau, il y a une histoire positive derrière. Donc ça, j'ai pu le voir avec mon deuxième postpartum et puis surtout, en fait, j'ai contacté une nana qui a cuisiné pour moi parce que je fais: «No way que mon mari, il doit être avec moi pour m'aider et il doit pas commencer à faire la vaisselle». J'avais une tournante avec ma maman et mes sœurs. Quand elles venaient, elles savaient, voilà, elle vidait la machine, elle pliait le linge. C'est des conneries, mais c'était énorme, quoi. Mmh. J'ai des copines qui venaient, jamais de cadeaux, tu amènes toujours à manger. J'ai une copine, et je la remercie encore, qui a rerangé, retrié tous les Legos de mon fils qui étaient par terre. Donc tu t'entoures aussi avec des amis qui ont les bons réflexes Mmh. et là, je crois que j'aimerais vraiment, appuyer ce message-là, l'Europe est le seul continent où le postpartum n'est pas vu comme une période de convalescence. Mmh. Donc j'ai aussi vraiment respecté ça les 2 premières semaines. Moi, je suis restée à 2 étages de la cuisine. Je ne voyais pas ce qui se passait en dessous. Mon seul job était de me reposer et d'être là pour le bébé et mon mari gérait tout le reste. Mmh. Oui, on pense au mois d'heure et cetera qui se met en place beaucoup. Exactement. Mais donc là, je dirais en fait et surtout aux jeunes parents, plutôt que d'avoir des discussions sur la poussette, sur, le prénom, ayez des discussions sur quel type de mère est-ce que je veux être? Mais Mmh. comment ça se traduit? Donc je donnais l'exemple, chercher l'enfant à l'école, combien de fois par semaine? Quel type de père je veux être? Quel type de famille on veut être? Est-ce qu'on veut être une famille orientée enfant, une famille orientée parents ou une famille orientée famille? C'est encore différent et ça comment ça va se traduire dans les tâches et dans les arrangements qu'on va faire? Parce que ces discussions, quand tu es à 3 heures de sommeil, Ouais. avec les seins qui sont prêts à exploser, tu oublies Mmh, mmh mh. et donc tu te compliques aussi vachement les choses en n'ayant pas ces discussions préalables
Et donc, je dirais en fait, oui, il faut protéger le bébé, mais il faut surtout protéger le cerveau des parents. Mmh. Ayez des discussions, mettez les choses en place pour ça. Ouais, je te rejoins. Protéger le couple, nous, c'est vraiment, chaque jour où on se respectait qu'on se choisissait. Ouais. Donc chaque jour parce que c'était tellement il y a des moments où tu es vraiment dans le dur. Quand tu as pas de backup, ouais, pas le backup, donc c'était vraiment des moments où tu te dis: «Écoute, franchement, je t'aime énormément parce que là, c'est dur» et tu vois, tu re-signes chaque jour ton mariage, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'on en sort vraiment plus fort. Entièrement. Tu parlais aussi de donc ce cerveau un peu malléable là, Mmh. durant cette période de postpartum, pardon. Moi, je pense qu'il y a aussi là, une énorme créativité. Je sais pas si tu l'as senti, donc moi, j'ai Mmh. lancé le podcast, mais j'avais ce C'est vrai. besoin, en fait, d'avoir cette bulle de créativité, Ouais. heu, à ce moment-là. C'est aussi, expliqué par la littérature ou pas tellement? Ça, pas Pas encore, en tout tant. cas. Ouxama est encore occupé à faire plein d'études et comme je disais, parce qu'aujourd'hui, on est fort encore en train d'analyser les effets néfastes. Oui. Donc il y a vraiment une étude sur pourquoi est-ce que les femmes oublient tout. Heu, Charmant et j'oublie pas tout, c'est la charge mentale que j'ai avec des enfants. non, mais tu vois Lunchbox, le c'est brain bien sûr. mom, hein. Ouais, oui, on l'a. Moi, D'ailleurs je l'ai eu, hein. oui, Mais plus pour des fucking chiffres qui avaient pas de sens plutôt que ma lunchbox de mon petit, tu vois? exactement, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que enfin, on voit le même mécanisme à l'adolescence et donc ton cerveau est littéralement en train de faire un clean-up, mais en fait, pour faire des meilleures connexions sur les parties du cerveau qui vont devenir super importantes. Mmh. Donc en fait, ton cerveau décide: «Non mais voilà les paroles, Mmh. de Il y les a la lyrics là de Justin Bieber, on s'en fout, ça on le jette et par contre, comment détecter le pleur A du pleur B, ben ça on va à fond, investir là-dessus». clairement. Pardon, je me suis éloignée de ta Non, question. non, c'est par rapport, Ah cerveau oui, et la créativité et créativité le que et c'est donc négatif pour l'instant. beh, On c'est ce qui possible, ressort mais il y a pas d'études qui OK. portent là-dessus. En fait, la recherche, elle est vraiment encore en cours et d'ailleurs, s'il y a des gens qui sont intéressés, Elke de Witt, qui est une Belge, a écrit un livre là-dessus qui vient enfin d'être traduit en français Chouette. et elle décortique tout le sujet. Elle est en train de faire des book tours pour le moment donc Je mettrai en barre description. ouais, elle vraiment, elle est calée, par rapport à ça. Et dernier point que je voudrais aborder avec toi aujourd'hui, c'est la reconversion. Il y a plein de mères Mmh qui, mh. en postpartum ou en devenant mère simplement, se reconvertissent. T'en as, j'imagine, dans tes clientes? Oui, ne 90 ou 80 des clientes. Oui. Ah, c'est, compliqué à décortiquer et c'est pas d'ailleurs une des questions de coaching les plus compliquées et pas tellement la reconversion, ça. Si quelqu'un vient chez moi et me dit: «Je veux devenir, restauratrice» et comme je disais et j'entends, elle est convaincue parce que ça m'anime, parce qu'en fait, le contact avec les gens, parce que ça fit parfaitement dans mon horaire de travail avec mes enfants et cetera. Fine, allez, on commence directement au plan, je vais même pas discuter par rapport à ça. Ce que j'entends souvent avec des mamans qui viennent avec des histoires de reconversion, c'est que c'est pas toujours pour les bons motifs, ou c'est peut-être déjà un compromis. C'est en fait, ben, c'est le seul job qui me permet d'aller chercher mes Bien enfants. sûr, évidemment. En fait, j'en peux plus de cet épuisement, je suis fatiguée et donc je choisis ça. Ou, il y a plus rien qui a du sens et donc je cherche absolument à avoir du sens là-dedans parce que je me sens pas tout le temps valorisée à la maison. Qui est de nouveau, c'est très noble, hein, mais c'est peut-être pas une décision qui va t'animer pendant 10 ans et Mmh. donc là, je vais être très vigilante par rapport à ça et donc on vient, en fait, à la première question qui est, ben, en fait, ton identité. Parce que parfois, il y a aussi des questionnements que tu t'es pas posés avant d'être maman et qui t'explosent le visage quand tu deviens maman. Donc il y a un shift identitaire et puis, comme je disais, il y a aussi des besoins comme ton environnement. Beh, est-ce qu'il est encore adapté? Je parle pas uniquement de la maison dans laquelle tu vis, mais Bien ça sûr. peut être ton job, les horaires. Est-ce que tu subis plus que ce que tu peux contrôler? Et ça peut aussi être un motif pour faire des changements. Il y a rien de mal ou de bon, mais tant qu'il y a une lucidité, une conscience que ça, c'est tes motifs pour changer. Et alors, est-ce que la décision qu'on prend, on la prend peut-être plutôt à 1 an ou 2 ans, avant d'aller faire des choses où on va se lancer dans un crédit ou une levée de fonds, où tu es engagé pendant 10 ans, et où j'ai le sentiment, mais ces motifs sont extrêmement temporaires, où il y a une situation qui est maintenant, Bien sûr, fatigue ou autre. bien sûr. Donc ça, c'est la difficulté que ces changements de carrière. Il y a des conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui est un peu perdu pour l'instant, qui va peut-être faire, un choix irréfléchi, je vais dire, parce que c'est de la question de survie. Tu sais, quand tu as des enfants, surtout comme les nôtres, en bas âge, avec toutes les contraintes horaires que ça demande, bah, oui, moi j'entends, je comprends, c'est chouette de dire: «Bah, écoute, là, je vais step down maintenant parce qu'il y a pas moyen autrement». Mhm. Donc mon premier conseil... Et Oui, parenthèse par pardon, rapport à vas-y. ça, juste pour finir, ça me vient en tête, souvent les pères sont valorisés et là, ils sont Ouais. tu sais, ils ont des promotions. En fait, tu es père de famille, donc tu es responsable, maintenant tu es un peu, plus stable, on va dire. Tu Ouais, sors moins, nanana. oui, On va te donner entièrement, des promotions et toi, tu entièrement. deviens mère, eh ben, on va dire: «Cocotte, toi, je sais que tu vas pas être là tout le temps, tes enfants malades, nanana». Certainement pas de promotion, ni quand tu es enceinte, Mmh. parce que tu pars en congé mat 15 semaines, ni, quand tu es en postpartum. Ouais, mais c'est prouvé, hein, ça s'appelle le mom penalty
et le dad promotion. Et donc, on voit donc dans les chiffres, il y a une super belle étude belge d'ailleurs qui a été faite. On, Je la mettrai en description si tu la retrouves. On oui, va la mettre. c'est pas funky à lire, mais il y a énormément de graphiques qui montrent en fait l'évolution du salaire d'une mère et d'un père après l'arrivée d'un enfant. Et on voit au plus qu'une mère a un enfant, au plus en fait on descend vraiment vers le bas, mais je parle de jump de 20%. Et le père, c'est vraiment, tu vois que c'est une courbe qui monte à la hausse parce qu'un père de famille est aussi associé à une personne qui sera plus responsable, plus réfléchie, capable de mener des projets à bout. Ou effectivement, une maman, on va peut-être plus l'associer à, oui, un manque de predictability, moins stable, plus de fatigue, risque qu'elle retombe enceinte. Bien sûr. Et inversement, il y a aussi des comportements. Par exemple, si une femme va être extrêmement assertive ou pourrait même s'énerver sur un point en réunion, on va plus facilement dire elle est émotionnelle, Mm. voire elle a ses règles. Mm. Ou un homme, on va dire oh, il n'a pas peur d'affirmer son point, lui, hein. Il en veut, hein. Oui, exactement. Mais c'est horrible parce qu'on a analysé des discussions de promotion. On voit que ce genre de choses-là sont associées à des émotions positives quand ce sont des hommes qui les ont faites. Quand une femme les a fait, que c'est souvent associé à un feedback qui sera plutôt négatif. Genre, fais attention parce que là, on voit Mm. que tu as perdu le contrôle. Mm. Donc, malheureusement, C'est dingue. il y a toujours une différence à ce niveau-là. Ouais. Par rapport à la maman et le conseil, Ouais. quand tu es fatigué, donc je dirais, chaque personne a sa zone de confort dans laquelle on est, d'accord? Quand tu es dans une zone de confort et que tout va bien, on va dire que tu as une vitesse de croisière, c'est un moment idéal pour aller stretcher cette zone de confort, en tout cas aller sortir un peu et aller dans un panic zone. Quand il y a un changement, on appelle ça tout le temps, il y a une zone de panique qui peut être là. Un petit stretch qui est possible. Donc, par exemple, je dirais, change un élément de ta vie. Donc, si on prend les pôles maison, travail, santé ou relations, joue sur un des pôles, d'accord? Et alors là, tu peux aller stretcher un peu. Pour moi, une mère qui est en postpartum n'est pas tout le temps déjà en comfort zone. Parce qu'en fait, elle est crevée, donc santé, c'est moi. Relationnel, c'est parfois moyen Mm. aussi. Professionnel, ben, tu doutes de toi. Et toi, par rapport à toi-même, enfin, voilà, il y a déjà beaucoup de choses qui sont plus tout à fait stables. Est-ce que c'est un bon environnement pour aller stretcher encore plus l'élastique? Ou est-ce que l'élastique va se casser? Donc ça, c'est la première question. Si tout roule et que tout va bien et qu'on peut vraiment isoler un pôle, je dirais, commence par faire un changement sur un des éléments. D'accord? Donc si tu veux perdre du poids, commence sur un élément. Si ça se passe bien, tu peux en rajouter un deuxième et puis un troisième. Et donc vraiment de façon incrémentale, aller te stretcher dans ces changements-là. Donc si ton changement, il touche déjà plusieurs pôles, ne le fais pas quand tu n'es pas bien. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et c'est quelque part aussi pour gagner du temps, comme tu dis, dès que l'enfant, je crois, atteint un pic de 2 ans, je crois que c'est un bon chiffre à avoir en tête. Mais là, regarde ces changements que tu voulais amener à ta vie, est-ce que tu les veux toujours? Et le même questionnement, est-ce que tu le fais parce que quelqu'un va penser différemment de toi ou est-ce que tu le fais sincèrement pour toi-même? Si la réponse est toujours oui, vas-y, lance-toi. 2 ans, ça peut paraître long, mais je ne te demande pas de ne rien faire pendant 2 ans. Mhm. C'est là où les gens sont trop Mhm. noir-blanc. En 2 ans, tu peux déjà travailler sur ton poids, sur ta santé physique, faire de la thérapie avec ton mec si c'est compliqué, revoir peut-être une tâche au travail. Donc, mon message, c'est de nouveau de façon très, allez, systématique, attaque un pôle l'un par l'autre, comme ça tu es pas non plus dans une paralysie pendant 2 ans à cause des enfants. Je mets des guillemets pour ceux qui ne me voient pas. Mhm. Et après, là, tu peux peut-être de nouveau te relancer dans un changement qui est beaucoup plus conséquent. Le deuxième élément, c'est que c'est pas un problème de femme. Le cerveau de la femme, même, ça va impacter ton mari. Un couple, c'est 2 individus qui ont un bon niveau de satisfaction et on voit de nouveau dans les études, quand il y a un bon niveau de satisfaction auprès des 2 individus, le niveau de satisfaction du couple augmente. Mhm. Donc quelque part, c'est le problème indirect de ton homme, c'est le problème de ta famille, de ton Ouais. entourage, si tu es chiante. Donc aussi, si tu veux te lancer et que ça, c'est le seul point, c'est peut-être toi, mais le manque d'heures ou quoi, OK, ose aussi simplement exiger qu'on vienne t'aider, oui, que ton mari fasse quelque chose pour ça. Mais à nouveau, il faut aligner les deux besoins et je trouve que ton exemple est un très bon exemple. Tu vas avoir ton podcast et à un moment, il faut aussi que les factures soient payées. Ouais. Donc quel est le plan que tu vas mettre en place par rapport à ça? Ouais, on y a pas mal travaillé. Mais ça a été, moi je dis on, toi et moi, tu as été un pilier pour ça, pour structurer un peu le projet. Mais j'avoue que mon mari, il l'a subi, hein. Il l'a subi, il a accepté, mais je crois il me porte beaucoup d'amour, mais je pense que ça a été challengeant aussi pour lui et bah, voilà, j'en profite pour le remercier. Il m'écoute pas du tout, mais non, mais il le sait. Je crois que c'est beaucoup de respect mutuel, Mhm. beaucoup d'amour et Oui. puis, de la confiance, mais c'est challengeant. Je vais pas dire que c'était rose, c'était pas le cas, alors qu'on a un couple qui va bien, quoi, en Mhm. règle générale. Donc je pense que c'est ouais, on se le dit souvent, Anthony et moi, que, qu'on comprend, en fait, ces couples qui se séparent. Quand c'est comme ça en postpartum et puis Oui, les entièrement, clashs et tout, c'est entièrement.
c'est vraiment challengeant. Faut vraiment se protéger. Mais tu as dit quelque chose qui m'inspire quand tu dis le respect mutuel. Et j'aimerais vraiment traduire ma compréhension, c'est quand ton opinion ou ton vécu a autant d'importance que l'opinion et le vécu de l'autre. Et ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'être d'accord, mais ça veut dire qu'on va le mettre dans la balance. Il n'y a Mmh. aucun des deux qui peut dire non, mais ce truc, on le balaye de Non. la table. Non, non. Non, non, Quand... mais Mais malheureusement, ça peut arriver. oui, Je oui. dis parce que c'est des affaires de bonne femme, Ouais. ou si la femme galère vraiment, c'est que ça peut être balayé de la table. Et c'est pour moi là, c'est un des grains de sable qui va se mettre dans la Bien machine. sûr. Et là, ça va la rancœur, la frustration et Manque je crois d'incompréhension, ouais. à quoi ça sert de parler, de toute façon, je Oui, suis pas oui. entendue. Et le problème, c'est que parfois aussi, ça je le vois chez certaines clientes, c'est qu'il y a tu as tellement l'habitude d'être victime que tu restes bloqué dans ce Mmh. statut de victime. Et c'est pas confortable d'être victime, mais une victime ne doit rien faire. Elle sait rien faire, elle est victime. Et donc ça n'aide pas non plus parce qu'à un moment, tu te déresponsabilises aussi de la situation parce qu'entre guillemets, tu n'es que victime de la situation. Mmh. Voilà, ça c'est quelque chose à éviter à tout prix. Alicia, on doit s'arrêter là Oui. pour aujourd'hui. Merci pour toutes tes infos, merci pour ton partage. Merci à toi. Et à bientôt. J'imagine qu'il y aura une suite. Si vous avez des questions, mettez-les en barre de description aussi. Sur Spotify, vous pouvez laisser un commentaire. Et pourquoi pas une prochaine thématique. Moi, j'adore, donc je suis passionnée par ça. Donc Avec c'est trop grand bien. plaisir. Merci Alicia. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Audace. Si la conversation t'a plu, pense à t'abonner, à laisser 5 étoiles ou un commentaire et à partager autour de toi pour faire grandir le podcast. Retrouve aussi les épisodes précédents et toutes les actus sur Instagram, audace.podcast, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.